Je m'appelle Alexander Reed et il y a 3 semaines, j'ai anéanti le mariage de mon frère d'un simple coup de téléphone. L'appel est arrivé un mardi après-midi alors que j'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau d'angle surplombant le centre-ville de Seattle. Mon assistante m'a appelé. Monsieur Reed, il y a une organisatrice de mariage au téléphone. Elle dit que c'est au sujet de votre frère Marcus. J'ai décroché le téléphone, m'attendant à entendre parler de quelques détails de dernière minute pour le mariage auquel j'étais censé assister dans 10 jours. Bonjour, ici Elena Martinez de Prestige Wedding Planning. J'appelle concernant le mariage Reed Williams du 23. Oui, en quoi puis-je vous aider? Eh bien, c'est assez embarrassant, mais on m'a chargé de vous informer que votre invitation a été annulée. Cependant, la famille espère que vous honorerez toujours votre engagement de couvrir la compte et les frais de traiteur comme discuté précédemment. J'ai posé mon stylo et me suis adossé à ma chaise. Je suis désolé. Pourriez-vous répéter? Votre famille a décidé que votre présence au mariage serait perturbatrice, mais elle a toujours besoin des 65 000 $ que vous aviez promis de contribuer. 65 000 $ pour un mariage auquel je n'étais plus invité. Et qui exactement a pris cette décision? Ai-je demandé. Vos parents et votre frère ont estimé que ce serait mieux pour toutes les personnes concernées. J'espère que vous comprenez. Je comprenais parfaitement. Ma famille voulait mon argent mais pas ma présence. Ils voulaient que je finance leur célébration tout en étant exclu de celle-ci. Elena, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. Bien sûr, monsieur. Annulez tout le mariage. Il y a eu une pause. Je suis désolé. Qu'avez-vous dit? Annulez tout. Le lieu de réception, le traiteur, les fleurs, la musique, les réservations d'hôtel, tout. Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu. Vous n'êtes pas le marié. Vous ne pouvez pas simplement annuler le mariage de quelqu'un d'autre. En fait, Elena, je peux, car je suis le propriétaire du lieu de réception. Je suis le propriétaire de l'entreprise de traiteurs qui fournit la nourriture. Je suis le propriétaire de la chaîne hôtelière où tous les invités de l'extérieur ont des réservations. Et depuis ce matin, je suis le propriétaire de l'entreprise qui vous emploie. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Monsieur Reed, êtes-vous en train de dire? Je suis en train de dire que ma famille vient de me désinviter d'un mariage qui se déroule entièrement sur mes propriétés, en utilisant mes services, planifiés par mes employés, et qu'ils veulent que je paie pour le privilège d'être exclu. Oh mon Dieu! Vous avez 24 heures pour informer tous les fournisseurs, invités et lieux de réception que le mariage Reed Williams a été annulé. Toute personne ayant déjà pris des dispositions de voyage recevra une compensation complète pour ses dépenses, mais il n'y aura pas de mariage le 23. J'ai raccroché le téléphone et me suis rassis dans ma chaise, regardant la ligne d'horizon de Seattle. Au loin, je pouvais voir le bâtiment qui abritait l'un de mes hôtels où les membres de ma famille étaient probablement en train de s'enregistrer en ce moment même, ignorant complètement que leur week-end de célébration était sur le point de devenir une leçon très coûteuse sur le respect. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois vous parler des 15 années passées à bâtir un empire pendant que ma famille pensait que je peinais à garder la tête hors de l'eau. Je m'appelle Alexander Reed. J'ai 35 ans et je suis le fondateur et PDG de Prestige Hospitality Group, une société qui possède et exploite des lieux de luxe, des services de traiteurs et des hôtels-boutiques dans tout le nord-ouest du Pacifique. Ma valeur nette personnelle est d'environ 230 millions de $, répartis entre des biens immobiliers, des portefeuilles d'investissement et des actifs commerciaux qui génèrent plus de revenus passifs en un mois que la plupart des gens n'en voient en un an. Ma famille pense que je suis un décrocheur scolaire qui a enchaîné les petits boulots sans avenir au cours de la dernière décennie et qui vit probablement d'un chèque de paie à l'autre, quand les chèques de paie arrivent réellement. La tromperie n'était pas intentionnelle au début. Cela a commencé comme une simple question de vie privée. Le désir naturel de séparer ma réussite professionnelle de mes relations personnelles. Mais au fil des ans, alors que ma richesse augmentait et que la condescendance de ma famille restait constante, maintenir la fiction est devenu une forme de protection contre leur jugement et leurs suppositions. Et parfois, c'est devenu une occasion de vengeance très coûteuse. Ayant grandi à Spokane en tant que l'aîné de 3 enfants, j'ai appris très tôt que mes parents avaient des définitions très précises de la réussite et de l'échec. La réussite signifiait suivre leur chemin tout tracé. Bonne note, diplôme universitaire, emploi en entreprise, ascension régulière sur l'échelle de quelqu'un d'autre jusqu'à atteindre un poste de cadre intermédiaire et pouvoir s'offrir une maison en banlieue avec un garage pour 2 voitures et des vacances annuelles dans des endroits comme Disneyland.
L'échec signifiait tout ce qui s'écartait de ce plan. Mon frère Marcus a suivi le plan à la perfection. Tableau d'honneur de l'école primaire au lycée. Diplôme en commerce de l'Université de l'État de Washington. Poste de débutant dans une entreprise du Fortune 500. Promotion méthodique tous les 18 mois à 2 ans. À 30 ans, Marcus était l'exemple parfait de la réussite de la classe moyenne, salaire avec avantages sociaux, cotisation au plan 401K, maison de banlieue avec le garage pour 2 voitures requis. Fiançailles avec une femme aux références similaires et aux objectifs de vie compatibles. Ma sœur Caroline a suivi une légère variation du même chemin, diplôme universitaire en éducation, poste d'enseignante dans une école primaire réputée, mariage avec un autre enseignant rencontré pendant son stage. Vie confortable dans une communauté planifiée en dehors de Spokane où ils pouvaient s'offrir une belle maison et économiser pour les études de leurs enfants. Respectable, stable, prévisible. Et puis il y avait moi. Alexander, tu dois réfléchir sérieusement à ton avenir, a dit mon père lors de ce qui allait devenir le premier de nombreux dîners aux allures d'intervention. J'avais 17 ans, je travaillais comme directeur adjoint dans un restaurant local appelé Murphy's Irish Pub et je gagnais plus d'argent que la plupart de mes professeurs tout en apprenant plus sur la gestion d'entreprise que n'importe lequel de mes camarades dans leurs cours avancés. J'y pense, papa. Je veux posséder des restaurants un jour. Peut-être toute une chaîne. Ma mère m'a regardé comme si j'avais annoncé mon intention de rejoindre le cirque ou de devenir un joueur professionnel. Chérie, le travail en restauration n'est pas une carrière. C'est quelque chose que tu fais en attendant de savoir ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Et si c'est ça que je veux faire de ma vie? Marcus, qui avait 15 ans à l'époque mais était déjà désigné comme la voix de la raison et de la sagesse pratique de la famille, secoua la tête avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie mais avait lu de nombreux articles sur les tendances économiques et la planification de carrière. Alex, tu ne peux pas t'enrichir en travaillant dans la restauration. Le taux d'échec est énorme. Les marges bénéficiaires sont minuscules, et tu n'auras jamais le genre de sécurité financière qui vient avec une vraie carrière. Tu as besoin d'une vraie éducation si tu veux réussir. J'apprends plus sur les affaires en gérant ce restaurant que je n'en apprendrai en 4 ans de cours à l'université, ai-je argumenté. Je comprends les profits et les pertes, la gestion des stocks, le service client, la planification des employés, les négociations avec les fournisseurs. En quoi ce n'est pas une vraie éducation? Tu apprends à retourner des hamburgers et à servir des boissons, ajouta Caroline avec le mépris désinvolte qui caractériserait son attitude envers mes choix pour les 2 décennies suivantes. Ce n'est pas la même chose que de comprendre l'économie, la finance ou la stratégie marketing. Cette conversation fut ma première vraie leçon sur la façon dont ma famille voyait le monde. Pour eux, le succès légitime ne venait que par les voies traditionnelles, des diplômes universitaires coûtant des dizaines de milliers de dollars, des emplois en entreprise qui vous obligeaient à passer 40 ans à gravir l'échelle de quelqu'un d'autre, des chèques de paie réguliers qui venaient avec la sécurité de savoir exactement combien d'argent vous gagneriez pour le reste de votre vie. L'entrepreneuriat était soit un fantasme entretenu par des gens qui regardaient trop de films sur les succès fulgurants, soit un dernier recours pour ceux qui ne parvenaient pas à s'imposer dans le monde réel de l'emploi en entreprise. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec une moyenne de 2,8 et j'ai immédiatement commencé à travailler à temps plein au Murphy's Irish Pub. En 6 mois, je gérais toute l'opération pendant les services du soir. En 1 an, j'avais augmenté les bénéfices de 20% grâce à une meilleure gestion des stocks et à une formation améliorée du service client. En 18 mois, j'avais convaincu le propriétaire, un Irlandais vieillissant nommé Patrick Murphy qui voulait passer plus de temps avec ses petits-enfants, de me laisser ouvrir un 2e établissement avec moi-même comme directeur général. En 2 ans, je possédais les 2 restaurants. La réaction de ma famille fut prévisible et décevante. C'est une excellente expérience, fiston, dit mon père quand je lui ai parlé de l'achat lors d'un dîner de famille que j'avais préparé moi-même en utilisant des recettes que j'avais perfectionnées dans mes propres cuisines. Maintenant, tu peux mettre propriétaire d'entreprise sur ton CV quand tu postules pour des postes de direction dans de vraies entreprises. Pourquoi voudrais-je travailler pour quelqu'un d'autre alors que je possède 2 entreprises rentables qui grandissent chaque mois? Parce que les restaurants font faillite, Alexander. 90% d'entre eux ferment en 5 ans. Ceux qui survivent atteignent généralement l'équilibre au mieux. Tu dois penser à la stabilité à long terme au lieu des profits à court terme. Papa, je ne fais pas que survivre. Je prospère. Le mois dernier, j'ai réalisé plus de bénéfices que ce que tu gagnes en 6 mois à la compagnie d'assurance. Mon père travaillait comme expert en sinistre pour une compagnie d'assurance régionale.
Un travail qui lui procurait un revenu stable et d'excellents avantages, mais qui ne le rendrait jamais riche ni ne lui donnerait le genre de liberté financière qui vient avec la propriété d'une entreprise. Un bénéfice, ce n'est pas la même chose qu'un salaire, Alexander. Un bénéfice peut disparaître du jour au lendemain si l'économie change ou si les clients arrêtent de venir. Un salaire est un revenu garanti sur lequel tu peux compter pour planifier ton avenir. Cette conversation a défini la différence fondamentale entre la mentalité de ma famille et la mienne. Et elle allait influencer chaque interaction que nous aurions au cours de la décennie suivante. Ils voyaient la possession d'une petite entreprise comme étant intrinsèquement risquée et instable, quelque chose que l'on faisait en attendant de trouver un vrai travail dans une grande entreprise offrant sécurité et prévisibilité. Je la voyais comme le fondement pour bâtir une richesse et créer le genre de vie où l'on contrôle son propre destin au lieu de dépendre des décisions de quelqu'un d'autre sur sa valeur et son avenir. Au cours des 5 années suivantes, j'ai prouvé à ma famille qu'elle avait tort d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer, bien qu'elle continuât à trouver des raisons de rejeter mon succès comme étant temporaire ou insoutenable. Je suis passé de 2 restaurants à 6. Chacun plus rentable que le précédent. Chacun m'enseignant de nouvelles leçons sur les opérations, le marketing, la finance et le leadership. À 24 ans, j'ai vendu les 6 restaurants pour un total de 2,8 millions de dollars et j'ai réinvesti la totalité de la somme dans une entreprise de traiteurs spécialisée dans les événements d'entreprise et les fêtes privées haut de gamme. Ma famille a supposé que j'avais vendu les restaurants parce qu'ils étaient en difficulté. Et ils ont vu l'entreprise de traiteurs comme la preuve que je recommençais à zéro, toujours incapable de trouver quelque chose de stable qui pourrait offrir une sécurité à long terme. Au moins, la restauration est plus chic que de gérer des pubs, a dit ma mère quand je lui ai expliqué la transition lors d'un de nos dîners de famille mensuels. Peut-être que cela mènera à quelque chose de plus professionnel. Plus professionnel. Comme si servir de la nourriture à des dirigeants d'entreprise et à des familles riches était en quelque sorte plus légitime que de servir de la nourriture à des clients de la classe ouvrière qui appréciaient le bon rapport qualité-prix et un service amical. L'entreprise de traiteurs a connu une croissance rapide, servant des événements dans tout l'est de l'État de Washington et générant des bénéfices qui dépassaient tout ce que j'avais accompli avec les restaurants. En 3 ans, je réalisais plus de 400 000 $ de bénéfices annuels. Plus d'argent que mes parents n'avaient jamais imaginé possible pour quelqu'un sans diplôme universitaire. Mais comme je continuais à vivre modestement, conduisant toujours ma Toyota Camry fiable mais peu impressionnante, vivant toujours dans un appartement décent mais pas extravagant, m'habillant toujours de façon décontractée quand je ne travaillais pas, ma famille a supposé que l'entreprise de traiteur n'était qu'une autre petite opération qui me procurait un revenu confortable mais pas remarquable. Quand j'ai vendu l'entreprise de traiteur pour 12 millions de dollars à 27 ans et que j'ai utilisé l'argent pour commencer à acquérir des lieux d'événements, des hôtels et d'autres propriétés hôtelières, ma famille a interprété cela comme la preuve que je continuais à passer d'une entreprise à l'autre. Toujours incapable de trouver quelque chose de stable qui pourrait offrir une satisfaction professionnelle à long terme. Je m'inquiète juste que tu ne te fixes jamais dans un domaine, a dit ma mère lors d'une conversation sur mon dernier changement de carrière. Marcus est dans la même entreprise depuis 8 ans maintenant et il construit vraiment quelque chose là-bas. Caroline a la permanence dans son école, donc elle sait qu'elle aura toujours la sécurité de l'emploi, mais toi, tu recommences tous les quelques années. Recommencer. Dans l'esprit de ma mère, vendre une entreprise pour 12 millions de dollars et réinvestir les bénéfices dans des opérations plus grandes et plus sophistiquées équivalait à recommencer parce que cela ne correspondait pas à sa définition de la progression de carrière. Le malentendu était en partie de ma faute. Chaque fois que mon revenu augmentait de manière significative, je maintenais le même style de vie modeste qui avait caractérisé le début de ma vingtaine. Une partie de cela était pratique. Je réinvestissais chaque dollar que je gagnais dans l'acquisition de nouvelles propriétés et l'expansion de mon empire commercial, en me concentrant sur la constitution d'un patrimoine à long terme plutôt que sur l'inflation du style de vie à court terme. Mais une partie de cela était aussi psychologique. Ma famille avait passé des années à prédire mon échec, à me mettre en garde contre les risques de l'entrepreneuriat, à suggérer que je devrais abandonner mes rêves et suivre leur chemin prescrit vers la respectabilité. Je trouvais une satisfaction perverse à les laisser continuer à croire que je luttais pendant que je construisais quelque chose qui finirait par leur prouver qu'ils avaient complètement tort sur tout ce qu'ils pensaient savoir sur le succès et la sécurité. À 30 ans, je possédais 6 lieux d'événements allant des bars à vin intimes aux grandes salles de bal pouvant accueillir 500 invités. Je possédais 3 entreprises de traiteurs qui servaient différents segments de marché, des déjeuners d'entreprises décontractés aux réceptions de mariages élaborés. Je possédais 2 hôtels-boutiques à Seattle et Portland qui s'adressaient aux voyageurs d'affaires et aux touristes qui appréciaient un service personnalisé et une attention aux détails.
Mes entreprises employaient plus de 400 personnes et généraient des revenus annuels dépassant les 50 millions de dollars. J'avais un portefeuille d'investissement diversifié qui comprenait de l'immobilier, des actions, des obligations et des fonds de capital investissement. Je possédais des propriétés résidentielles dans 4 États qui me fournissaient des revenus locatifs, et j'avais suffisamment de flux de trésorerie pour prendre ma retraite confortablement à 30 ans si je voulais poursuivre d'autres intérêts. Ma famille pensait que j'étais un directeur de restaurant qui avait eu de la chance à quelques reprises, mais qui vivait toujours essentiellement d'un chèque de paie à l'autre, luttant probablement pour économiser de l'argent pour la retraite ou les urgences. La tromperie aurait pu continuer indéfiniment si mon frère n'avait pas décidé de se marier. Marcus a annoncé ses fiançailles avec Patricia Williams au dîner de Noël il y a 2 ans, le présentant comme l'aboutissement d'une cour soigneusement planifiée qui avait rempli tous les critères que mes parents avaient établis pour des relations réussies. Patricia venait du genre de famille dans laquelle mes parents avaient toujours espéré que leurs enfants se marieraient, bien éduqués, financièrement à l'aise, socialement connectés, attachés aux mêmes valeurs de la classe moyenne qui définissaient la vision du monde de mes parents. Son père était un chirurgien spécialisé en procédures cardiaques et gagnait le genre d'argent qui permettait des vacances en Europe et des études en école privée. Sa mère était une avocate qui avait bâti un cabinet prospère en planification successorale et passait son temps libre dans des conseils d'administration caritatifs qui organisaient des événements de collecte de fonds pour les hôpitaux et musées locaux. Leur mariage allait être une vitrine de tout ce que ma famille aspirait à accomplir, élégant, cher, fréquenté par le genre de personnes qui représentaient le succès dans leur esprit. Nous pensons organiser la réception au Fairmont, a dit Patricia en montrant sa bague de fiançailles, un diamant de 2 carats qui avait coûté à Marcus 3 mois de salaire et représentait le genre d'engagement financier que mes parents considéraient comme une preuve d'intention sérieuse et de prise de décision mature. C'est cher, ça, demanda ma mère, essayant d'avoir l'air décontracté, mais clairement préoccupée par les implications financières d'un mariage dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Seattle. Environ 40 000 $ pour la location du lieu, plus le traiteur, les fleurs, la musique, la photographie. Nous prévoyons près de 100 000 $ au total pour tout ce que nous voulons. Le chiffre flottait dans l'air comme un défi. 100 000 $, c'était plus que ce que mes parents gagnaient en un an à eux deux. Plus qu'ils n'avaient jamais dépensé pour un seul achat, à l'exception de leur maison. C'était plus que ce que Marcus et Patricia pouvaient se permettre sans aide. Et c'était exactement le genre de dépenses qui forcerait ma famille à prendre des décisions difficiles sur les priorités et les sacrifices. Eh bien, dit mon père avec précaution, essayant clairement de traiter les implications financières. Nous aiderons autant que nous le pourrons, mais c'est beaucoup d'argent pour une seule journée. Nous comprenons, dit rapidement Marcus, ne voulant pas paraître présomptueux quant au soutien financier familial. Nous demandons un prêt personnel pour couvrir la majeure partie. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide pour la compte et peut-être une partie des frais de traiteur. De combien d'aide parlons-nous, demanda Caroline, calculant probablement combien d'argent elle et son mari pourraient contribuer sans affecter leurs propres objectifs financiers. Peut-être 20 ou 30 000 $ de la part de la famille, dit Patricia. Nous savons que c'est beaucoup demandé, mais c'est un événement unique dans une vie, et nous voulons qu'il soit parfait. Au cours des mois suivants, la planification du mariage est devenue une source de stress constant et de conversations fréquentes pour mes parents. Ils voulaient contribuer de manière significative au jour le plus important de leur fils, mais les coûts étaient astronomiques selon leurs normes. Chaque réunion de famille comprenait des discussions sur les dépenses du mariage, le choix des fournisseurs et les moyens de gérer le budget sans compromettre la vision de Patricia pour leur célébration. Mes parents ont pris une deuxième hypothèque sur leur maison pour aider à couvrir les dépenses du mariage. Ils ont épuisé le fonds de vacances qu'ils avaient constitué pour leur voyage du 30e anniversaire en Irlande. Ils ont reporté le remplacement de leur vieille Honda Accord et ont demandé à Caroline de contribuer avec de l'argent qu'elle avait économisé pour l'éducation de ses propres enfants. La pression financière était énorme et affectait tous les aspects de leur vie quotidienne. Ils ont cessé de manger au restaurant, ont annulé leur abonnement à la télévision par câble et ont commencé à faire leurs courses dans des magasins à bas prix au lieu du supermarché qu'ils fréquentaient depuis 20 ans. Et finalement, inévitablement, ils m'ont demandé de l'aide. Alexander, nous devons te parler du mariage de Marcus, a dit ma mère lors d'un appel téléphonique en mars, sa voix portant le genre de tension qui suggérait qu'elle avait répété cette conversation pendant des semaines. Nous essayons de couvrir toutes les dépenses, mais cela met vraiment notre budget à rude épreuve d'une manière que nous n'avions pas anticipée. De combien parlons-nous ? Ai-je demandé, sincèrement curieux de savoir ce qu'il pensait que je pouvais me permettre de contribuer. Eh bien, l'acompte pour le lieu de réception est de 20 000 $ à lui seul, et le traiteur coûte 45 000 $ de plus.
Si tu pouvais aider avec peut-être 15 ou 20 000 $, cela ferait une énorme différence pour toute la famille. 20 000 $. Mon revenu d'investissement quotidien était supérieur à 20 000 $. J'aurais pu signer un chèque pour la totalité du mariage sans affecter mon style de vie de manière mesurable, sans retarder aucun de mes plans d'affaires, sans même penser à la dépense. Mais j'étais curieux de quelque chose. Maman, c'est beaucoup d'argent. Es-tu sûr que c'est la bonne façon de le dépenser? Peut-être que Marcus et Patricia devraient envisager un mariage plus petit qui correspond à leur budget réel. Alexander, c'est le mariage de ton frère. C'est un événement unique dans une vie dont tous les participants se souviendront. Nous voulons qu'il soit parfait, et nous voulons que Patricia ait le mariage de ses rêves. Mais si cela met la famille en difficulté financière, peut-être que les rêves doivent être ajustés à la réalité. Nous nous en sortirons. La famille prend soin de la famille. C'est ce que nous faisons. La famille prend soin de la famille. Les mêmes parents qui m'avaient dit pendant 15 ans que je devais me débrouiller seul et apprendre à gérer mes propres problèmes me demandaient maintenant de contribuer à un mariage qui les endetterait pendant des années. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Je dois regarder mes propres finances et voir ce que je peux me permettre. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu des conversations similaires avec Marcus et Caroline. Tout le monde contribuait ce qu'il pouvait, faisant des sacrifices pour s'assurer que le mariage répondrait aux attentes de Patricia et reflèterait bien l'engagement de la famille à soutenir les étapes importantes. L'hypothèse était que 20 000 $ serait un sacrifice important pour moi, nécessitant une budgétisation minutieuse et probablement un emprunt, mais quelque chose que je devrais être prêt à faire pour la famille. J'ai décidé de tester quelque chose. Tu sais, je pourrais probablement aider avec plus de 20 000 $, ai-je dit à Marcus lors d'une conversation sur les plans de mariage. Les affaires ont été bonnes ces derniers temps, et j'ai économisé de l'argent. Je pourrais peut-être couvrir la totalité de la compte du lieu et des frais de traiteur. Alex, ce serait incroyable. Es-tu sûr de pouvoir te le permettre? Je pense que oui. Laisse-moi parler à mon comptable et voir ce que je peux faire sans me mettre dans une mauvaise situation financière. La réaction de ma famille a été immédiate et écrasante. Soudain, je n'étais plus le grand frère irresponsable qui ne pouvait pas garder un emploi stable ou planifier son avenir financier. J'étais le membre généreux de la famille qui rendait les rêves de tout le monde possibles, le héros inattendu qui était prêt à sacrifier sa propre sécurité financière pour soutenir le bonheur de son frère. Les conversations sur la planification du mariage ont commencé à m'inclure comme un acteur majeur plutôt que comme une pensée après coup. Mes opinions sur les fournisseurs et les détails du lieu comptaient soudainement. Mes préférences sur les choix de menus et les options de divertissement étaient sollicitées et respectées. Pendant 6 mois, j'ai joué le rôle du frère en difficulté mais généreux qui étirait ses finances pour aider sa famille. J'ai assisté à des réunions de planification, donné mon avis sur les arrangements floraux et les forfaits photographiques, et j'ai permis à mes parents de me traiter comme si je faisais le plus grand sacrifice financier de ma vie en contribuant 65 000 $ au mariage de Marcus. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je possédais en fait la plupart des fournisseurs qu'ils engageaient. Le lieu qu'ils avaient choisi, Cascade Manor, était une propriété historique que j'avais achetée 3 ans plus tôt dans le cadre de mon expansion sur le marché de l'événementiel de luxe. L'élégante salle de bal avec ses lustres en cristal et ses baies vitrées donnant sur le lac Washington était l'un des lieux de mariage les plus recherchés de la région de Seattle, commandant des prix élevés et affichant complet 18 mois à l'avance. L'entreprise de traiteurs qu'ils avaient sélectionnée, Pinnacle Catering, était l'une de mes filiales. Connue pour la qualité exceptionnelle de sa nourriture et son service impeccable qui justifiait sa réputation comme l'un des services de traiteur les plus chers du nord-ouest du Pacifique. L'hôtel où les invités de l'extérieur séjourneraient, le Prestige Seattle, était l'établissement phare de ma chaîne hôtelière, un établissement boutique qui offrait un service personnalisé et des équipements de luxe aux voyageurs d'affaires et aux touristes qui appréciaient la qualité plutôt que le prix. Le service de planification de mariage coordonnant tous les détails, Elite Events Management, était une entreprise que j'avais acquise 6 mois plus tôt dans le cadre de ma stratégie pour contrôler chaque aspect de l'expérience événementielle de luxe. Même les arrangements floraux étaient fournis par Garden of Eden, un fleuriste haut de gamme qui opérait depuis un espace que je possédais au Pike Place Market du centre-ville de Seattle. Ma famille planifiait sans le savoir sa célébration la plus importante en utilisant mes entreprises, financées par mon argent, tout en continuant à me traiter comme quelqu'un qui avait à peine 2 sous à frotter l'un contre l'autre et qui prenait probablement une décision financière insensée en contribuant plus qu'il ne pouvait se le permettre. L'ironie était délicieuse, mais elle était sur le point de devenir encore plus intéressante. 3 mois avant le mariage,
quelque chose a changé dans l'attitude de ma famille à mon égard. Je l'ai remarqué pour la première fois lors d'un barbecue familial chez mes parents en juillet, alors que le mariage était devenu le principal sujet de conversation de chaque rassemblement. Alexander a été si généreux avec les dépenses du mariage, disait ma mère aux parents de Patricia, qui était venue de Bellevue pour rencontrer la famille élargie et discuter des derniers préparatifs. Nous n'aurions vraiment pas pu le faire sans son aide. C'est merveilleux, répondit le père de Patricia, un homme distingué d'une cinquantaine d'années qui portait le genre de vêtements décontractés qui coûtaient plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Ce doit être agréable d'avoir une famille qui peut se mobiliser en cas de besoin. La conversation s'est poursuivie, mais j'ai remarqué quelque chose dans la façon dont ma mère parlait de ma contribution. Il y avait une implication subtile que j'aidais au-delà de mes moyens, que ma générosité était admirable mais aussi potentiellement insensée. Le genre de décision que quelqu'un avec une compréhension financière limitée pourrait prendre par loyauté familiale. Plus tard dans la soirée, Marcus m'a pris à part pour une conversation privée sur la terrasse arrière pendant que le reste de la famille était à l'intérieur en train de nettoyer après le dîner. Alex, je veux que tu saches à quel point Patricia et moi apprécions ce que tu fais pour nous, mais je veux aussi m'assurer que tu ne te mets pas dans une mauvaise situation financière. 65 000 $, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un dans ta situation. Ma situation? Tu sais, travailler dans la restauration et le traiteur, ne pas avoir de salaire stable ni d'avantages sociaux. Je veux juste m'assurer que tu n'empruntes pas d'argent, que tu n'utilises pas de carte de crédit ou que tu ne fais rien de risqué pour nous aider. C'était la première fois que quelqu'un abordait directement ce qu'il supposait de ma situation financière. Et j'ai réalisé que la gratitude de ma famille était mêlée de pitié. Ils pensaient que je sacrifiais ma propre sécurité financière pour les aider. Et bien qu'ils apprécient le geste, ils le voyaient aussi comme une preuve de mauvais jugement et de manque de planification financière pratique. Je peux me le permettre, Marcus. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour mes finances. Je sais, mais quand même. Peut-être que tu devrais garder une partie de l'argent et contribuer moins. Nous pouvons trouver d'autres moyens de couvrir les coûts. La conversation était surréaliste. Mon frère m'encourageait à contribuer moins d'argent à son mariage parce qu'il s'inquiétait de ma capacité à me permettre ma propre générosité. Il n'avait aucune idée que tout le budget de son mariage était inférieur à ce que je gagnais en une seule semaine, que j'aurais pu payer pour 10 mariages de la même ampleur sans affecter mon niveau de vie. Le mois d'août a apporté la même énergie. Les conversations familiales sur le mariage incluaient de plus en plus de suggestions subtiles que je devrais reconsidérer ma contribution, que 65 000 $ était plus que ce que quelqu'un dans ma position devrait dépenser pour la célébration de quelqu'un d'autre. Alexander, nous adorons que tu veuilles aider, a dit Caroline lors d'un dîner de famille où le plat principal était dominé par la discussion des plans de table du mariage et des décomptes finaux, mais tu dois penser à ton propre avenir. Et si tu as besoin de cet argent pour une urgence? Et si tu veux acheter une maison ou fonder une famille un jour? Et si le secteur de la restauration ralentit? Ajouta mon père. Tu pourrais avoir besoin de cet argent pour couvrir tes propres dépenses si tu traverses une période difficile. Ils essayaient de me protéger de ma propre générosité. Convaincus que je prenais une décision financièrement irresponsable par loyauté familiale et investissement émotionnel dans le bonheur de mon frère, leur inquiétude aurait été touchante si elle n'avait pas été basée sur une incompréhension aussi fondamentale de ma situation financière réelle. Septembre fut le mois où les choses prirent une tournure plus sombre. J'ai commencé à remarquer que les conversations familiales sur le mariage se déroulaient sans moi. Des réunions de planification étaient programmées lorsque j'étais censé travailler et ne pouvais pas y assister. Des décisions étaient prises puis m'étaient annoncées après coup, présentées comme des conclusions qui avaient été atteintes après un examen attentif de tous les facteurs pertinents. Quand je demandais à être inclus dans les réunions avec les fournisseurs ou les visites des lieux, on me disait que tout était sous contrôle et que ma contribution n'était pas nécessaire pour les détails restants. Nous ne voulons pas te faire perdre ton temps avec de petits détails, m'a expliqué ma mère quand j'ai demandé pourquoi je n'avais pas été invité à une dégustation finale chez l'entreprise de traiteurs que je possédais en fait. Tu es occupé avec le travail et nous pouvons nous occuper de la planification à partir de maintenant. Mais je soupçonnais qu'il y avait plus que de l'inquiétude pour mon emploi du temps. La vérité est apparue lors d'un appel téléphonique que je n'étais pas censé entendre. J'étais arrivé chez mes parents pour dîner un dimanche soir et je suis entré par la porte de derrière, comme je le faisais depuis que j'étais enfant. Mes parents étaient dans le salon, ayant ce qui semblait être une conversation intense, et j'ai entendu mon nom mentionné à plusieurs reprises. Je dis juste que nous devons être réalistes à propos d'Alexander,
disait mon père sur le ton qu'il utilisait lorsqu'il essayait de convaincre ma mère de quelque chose qu'elle ne voulait pas accepter. 65 000 $, c'est plus que ce qu'il gagne en un an. Il va s'attendre à un traitement de faveur à cause de sa contribution. Quel genre de traitement de faveur, demanda ma mère. Il va vouloir amener une invitée même si nous avons dit à tout le monde que c'était uniquement pour la famille. Il va vouloir être inclus dans toutes les photos de famille et dans la ligne de réception. Il va vouloir faire un discours à la réception sur l'importance de la famille pour lui. Tu sais comment il est quand il pense qu'il est important. Peut-être devrions-nous simplement lui dire que nous pouvons nous occuper des coûts nous-mêmes, a suggéré ma mère. Je n'aime pas me sentir redevable envers quelqu'un qui va juste faire des demandes plus tard. Il est trop tard pour ça. Nous avons déjà accepté son argent et tous les contrats sont signés. Mais nous devons nous assurer qu'il comprend que c'est le jour de Marcus, pas le sien. Ce n'est pas parce qu'il paie une partie que ça lui donne le droit d'être le centre de l'attention. Je suis resté dans la cuisine, écoutant mes parents discuter de moi comme si j'étais un problème à gérer plutôt qu'un membre de la famille qui essayait d'aider. Ils n'étaient pas reconnaissants de ma contribution. Ils en étaient pleins de ressentiment. Ils voyaient ma générosité comme une tentative d'acheter de l'influence ou de l'importance plutôt que comme un désir sincère de soutenir le bonheur de mon frère. Plus important encore, ils planifiaient déjà des moyens de minimiser mon rôle dans le mariage malgré l'acceptation de mon argent. Octobre a apporté la conversation que j'attendais mais que j'espérais ne pas avoir. Alexander, nous devons parler du mariage, a dit Marcus quand il m'a appelé un mardi soir. Sa voix portait le genre de neutralité prudente qui suggérait qu'il avait répété cette conversation plusieurs fois. Quoi donc? Il y a eu quelques complications avec la liste des invités. La famille de Patricia est plus grande que nous le pensions initialement et nous nous heurtons aux limites de capacité du lieu. Nous allons devoir prendre des décisions difficiles sur qui inviter. D'accord. En quoi cela me concerne-t-il? Nous essayons de limiter le mariage à la famille immédiate seulement. Parents, frères et sœurs, grands-parents. Nous ne pourrons pas inclure de plus un pour personne. C'était la première fois que j'entendais parler d'une restriction de plus un et je soupçonnais qu'elle était inventée spécifiquement pour limiter ma participation à la célébration. Marcus, es-tu en train de me dire que je ne peux pas amener une cavalière à ton mariage? Je dis que personne ne peut amener de cavalier et cavalière. Nous n'avons tout simplement pas la place pour des invités supplémentaires. Et le frère de Patricia? A-t-il le droit d'amener sa femme? C'est différent. Ils sont mariés. Et Caroline? Peut-elle amener son mari? Bien sûr, ils font partie de la famille. Donc, je suis la seule personne qui ne peut pas amener un invité. Alex, tu ne sors même avec personne. Sérieusement? Pourquoi as-tu besoin d'un plus un? La question a révélé quelque chose d'important sur la façon dont ma famille voyait ma vie personnelle. Parce que je ne leur avais jamais présenté personne avec qui je sortais. Parce que je gardais mes relations amoureuses séparées des rassemblements familiaux, ils supposaient que je ne voyais personne du tout. Parce que je maintenais la confidentialité sur ma vie amoureuse, ils pensaient que je n'avais pas de vie amoureuse digne d'être reconnue. Peut-être que je sortirais avec quelqu'un sérieusement si je pouvais l'amener à des événements familiaux, ai-je dit. Écoute, ce n'est pas personnel contre toi. Nous essayons juste de garder les chiffres gérables. Mais c'était personnel contre moi, et ça allait devenir beaucoup plus personnel. Novembre a apporté l'insulte finale. Alexander, nous devons avoir une réunion de famille, a dit ma mère quand elle m'a appelé un samedi matin. Sa voix portait le genre de formalité sinistre qui suggérait qu'une affaire de famille sérieuse allait être discutée. Peux-tu passer cet après-midi? Quand je suis arrivé chez mes parents, j'ai trouvé Marcus, Caroline et mes deux parents assis autour de la table de la salle à manger avec des expressions sérieuses sur leur visage. La disposition formelle des sièges et l'absence de nourriture ou de boisson suggéraient que ce n'était pas un rassemblement social. « Assieds-toi, chérie », a dit ma mère, faisant un geste vers la seule chaise vide qui avait clairement été positionnée pour faire face au reste de la famille. Nous devons discuter de quelque chose d'important à propos du mariage. Je me suis assis et j'ai attendu que quelqu'un explique pourquoi j'étais soumis à ce qui ressemblait à une intervention ou à un tribunal. C'est à propos du mariage, commença mon père, clairement mal à l'aise, mais déterminé à livrer le message sur lequel il s'était mis d'accord. Nous avons parlé en famille, et nous pensons qu'il serait préférable que tu n'y assistes pas. Les mots flottaient dans l'air comme une présence physique. Ma propre famille me désinvitait du mariage de mon frère. Je suis désolé.
Qu'est-ce que tu viens de dire? Nous pensons que ta présence pourrait être perturbatrice, a dit Marcus, n'arrivant pas tout à fait à établir un contact visuel tout en portant le coup. Tu as agi bizarrement ces derniers temps, posant beaucoup de questions sur la planification, faisant des commentaires sur les dépenses. Nous avons peur que tu causes des problèmes. Quel genre de problème? Tu as clairement fait savoir que tu penses que nous dépensons trop d'argent, a dit Caroline, sa voix portant le même ton d'autorité concerné qu'elle utilisait probablement avec des élèves difficiles. Tu continues de remettre en question nos choix et de faire des suggestions sur la façon de faire les choses différemment. Patricia est déjà stressée par le mariage et nous ne voulons pas qu'elle ait à s'inquiéter de drames familiaux. Quand ai-je causé des drames familiaux? Ce n'est pas à propos de ce que tu as fait, a dit ma mère, essayant clairement de paraître raisonnable et attentionnée. C'est à propos de ce que tu pourrais faire. Tu n'as jamais été à un mariage aussi cher auparavant. Nous avons peur que tu sois mal à l'aise avec la formalité et que tu mettes les autres mal à l'aise. J'ai regardé les membres de ma famille, essayant de traiter ce que j'entendais. Ils m'excluaient du mariage parce qu'ils pensaient que je ne pouvais pas gérer le fait d'être entouré de choses chères, que mes prétendues limitations financières me feraient me comporter de manière inappropriée lors d'un événement haut de gamme. Donc, vous ne voulez pas que je vienne au mariage de Marcus parce que vous pensez que je suis trop pauvre pour me comporter correctement au milieu de gens riches? Ce n'est pas une question d'argent, a dit rapidement Marcus, reconnaissant clairement à quel point leur raisonnement sonnait mal lorsqu'il était énoncé directement. C'est une question d'adéquation. Ce sera un événement très formel avec la famille de Patricia et leurs amis. Nous voulons juste que tout le monde soit à l'aise, y compris moi, y compris toi. Nous pensons que tu serais plus à l'aise si tu n'avais pas à t'inquiéter de tout. De tout. Il voulait dire le lieu de réception cher, la tenue formelle, les invités instruits, les attentes sociales des gens qui appartenaient à des country clubs et prenaient des vacances en Europe. Il pensait que je serais hors de mon élément au mariage de mon propre frère. Mais nous avons toujours besoin de ta contribution financière, ajouta mon père, livrant l'insulte finale avec le genre de ton neutre qui suggérait qu'il ne voyait rien de contradictoire à me demander de financer un événement auquel je n'étais pas autorisé à assister. Les fournisseurs attendent d'être payés, et nous nous sommes déjà engagés sur les coûts en nous basant sur ton offre d'aide. Et voilà. Ils voulaient mon argent, mais pas ma présence. Ils voulaient que je finance leur célébration tout en étant exclu de celle-ci parce qu'ils pensaient que j'étais trop peu sophistiqué pour m'intégrer à leur idée de la société respectable. Vous voulez que je paie 65 000 $ pour un mariage auquel je ne suis pas invité? Tu t'es déjà engagé à aider avec les coûts, a dit Caroline, comme si mon offre précédente créait une obligation contraignante qui ne pouvait être affectée par des circonstances changeantes. Nous comptons sur cet argent depuis des mois. Tous les contrats sont signés. Nous prendrons beaucoup de photos, a offert ma mère, comme si des preuves photographiques d'un événement auquel je ne pouvais pas assister compenseraient d'une manière ou d'une autre le fait d'être exclu. Et peut-être que nous pourrons avoir un petit dîner de famille après la lune de miel où tu pourras célébrer avec Marcus et Patricia en privé. Un dîner de consolation. Ils m'offraient un dîner de consolation en échange du financement de leur mariage et de l'acceptation de mon bannissement de la célébration réelle. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit, en me levant de la table parce que je ne pouvais pas me faire confiance pour continuer la conversation sans dire quelque chose qui révélerait plus que ce que j'étais prêt à révéler. Le mariage est dans 3 semaines, Alexander, a dit Marcus. Nous devons tout finaliser bientôt. Je comprends. Je vous ferai savoir ce que je décide. Je suis rentré chez moi en état de choc. Non pas parce que ma famille m'avait blessé, mais parce qu'elle m'avait offert une opportunité de vengeance si parfaite qu'elle semblait presque trop belle pour être vraie. Il voulait m'exclure d'un mariage qui se déroulait dans mon lieu de réception, en utilisant ma société de traiteur, avec des invités séjournant dans mon hôtel, planifié par mon service de coordination de mariage, décoré avec des fleurs de mon fleuriste. Il voulait que je paie pour le privilège d'être humilié par des gens qui n'avaient aucune idée que je pouvais détruire toute leur célébration d'un simple coup de téléphone. J'ai passé le week-end à rechercher chaque contrat associé au mariage. Le contrat de location du lieu pour Cascade Manor avec son élégante salle de bal et ses vues panoramiques sur le lac Washington. Le contrat de traiteur avec Pinnacle Catering pour le cocktail, le dîner à 5 plats, le bar ouvert et les collations de fin de soirée. Les réservations d'hôtel au Prestige Seattle pour 40 chambres sur 3 nuits. La réservation de divertissement pour un quatuor de jazz et un DJ. Les arrangements floraux de Garden of Eden. Le forfait photographie. La coordination du transport. Le personnel supplémentaire pour le vestiaire et le service de voiturier.
Chaque fournisseur était soit la propriété de ma société, soit sous contrat par l'intermédiaire de mes propriétés. Ma famille avait planifié sa célébration la plus importante comme un hommage involontaire à mon empire commercial tout en me traitant comme quelqu'un qui ne méritait pas d'être témoin de son bonheur. Lundi matin, j'ai appelé mon assistante de direction et lui ai demandé de préparer un rapport complet sur toutes les réservations liées au mariage Reed-Williams dans nos propriétés. Les chiffres étaient stupéfiants. Au-delà des 65 000 $ qu'il voulait que je contribue, la valeur totale des services fournis par mes entreprises dépassait 180 000 $. Le bloc de chambres d'hôtel comprenait 40 chambres pour 3 nuits, avec des invités payant des tarifs premium pour des suites avec vue sur le lac et des équipements de luxe. La location du lieu comprenait non seulement la salle de bal de la réception, mais aussi la suite nuptiale pour la préparation de Patricia, la salle de préparation du marié pour Marcus et ses garçons d'honneur, et le site de la cérémonie avec ses jardins et son kiosque surplombant l'eau. Le forfait traiteur comprenait un cocktail avec des alcools premium et des boissons signature, un dîner à 5 plats avec accord mets et vin, un bar ouvert jusqu'à minuit et des collations de fin de soirée pour les invités qui voulaient continuer à célébrer. Il y avait des services supplémentaires pour les arrangements floraux dans tout le lieu, de la musique live pendant la cérémonie et la réception, la coordination de la photographie, le transport entre l'hôtel et le lieu, et du personnel spécialisé pour tout, du vestiaire au service de voiturier. Si tous ces services étaient annulés simultanément, il serait impossible de recréer le mariage ailleurs avec seulement 2 semaines de préavis. La liste des invités comprenait des personnes venant de tout le pays qui avaient déjà réservé des vols et fait des plans de vacances autour de la célébration. La robe de la mariée avait été conçue spécifiquement pour l'esthétique du lieu choisi et semblerait déplacée dans un cadre différent. La lune de miel en Italie devait commencer immédiatement après la réception avec des vols qui ne pouvaient pas être modifiés sans frais énormes. Annuler le mariage ne ferait pas seulement déranger ma famille. Cela les humilierait devant tous ceux qu'ils connaissaient et respectaient, détruirait la célébration de rêve de Patricia et créerait un scandale dont on parlerait pendant des années, ce qui était exactement ce qu'ils méritaient. Le mardi matin a apporté l'appel téléphonique d'Elena Martinez qui allait tout changer. Bonjour, ici Elena Martinez de Prestige Wedding Planning. J'appelle concernant le mariage Reed-Williams du 23. Oui. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, c'est assez embarrassant, mais on m'a chargé de vous informer que votre invitation a été annulée. Cependant, la famille espère que vous honorerez toujours votre engagement de couvrir la compte et les frais de traiteur comme discuté précédemment. Le moment était arrivé. Ma famille m'avait officiellement demandé de payer pour un mariage auquel je n'étais pas autorisé à assister. Et il l'avait fait par l'intermédiaire d'une organisatrice de mariage qui travaillait pour une entreprise que j'avais achetée 6 mois plus tôt. Elena, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. Bien sûr, monsieur. Annulez tout le mariage. Je suis désolé. Qu'avez-vous dit? Annulez tout. Le lieu de réception, le traiteur, les fleurs, la musique, les réservations d'hôtel, tout. Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu. Vous n'êtes pas le marié. Vous ne pouvez pas simplement annuler le mariage de quelqu'un d'autre. En fait, Elena, je peux, car je suis le propriétaire du lieu de réception. Je suis le propriétaire de l'entreprise de traiteur qui fournit la nourriture. Je suis le propriétaire de la chaîne hôtelière où tous les invités de l'extérieur ont des réservations, et depuis ce matin, je suis le propriétaire de l'entreprise qui vous emploie. Le silence qui a suivi était absolu et a duré assez longtemps pour que je me demande si l'appel avait été coupé. Monsieur Reed, êtes-vous en train de dire? Je suis en train de dire que ma famille vient de me désinviter d'un mariage qui se déroule entièrement sur mes propriétés, en utilisant mes services, planifiés par mes employés, et qu'ils veulent que je paie pour le privilège d'être exclu. Oh mon Dieu! Vous avez 24 heures pour informer tous les fournisseurs, invités et lieux de réception que le mariage Reed-Williams a été annulé. Toute personne ayant déjà pris des dispositions de voyage recevra une compensation complète pour ses dépenses, y compris les vols, les hôtels et tout autre coût qu'elle a engagé. Mais il n'y aura pas de mariage le 23. Monsieur, ce sera dévastateur pour le couple et leur famille. Elena, laissez-moi vous poser une question. Si quelqu'un vous désinvitait de votre propre fête d'anniversaire, mais s'attendait toujours à ce que vous la payiez, comment réagiriez-vous? Je serais furieuse. Alors vous comprenez parfaitement ma position. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau et j'ai regardé la ligne d'horizon de Seattle tout en contemplant ce que je venais de déclencher. D'ici demain, ma famille découvrirait que le mariage de leur rêve était devenu un cauchemar,
et ils n'auraient aucune idée que leur propre traitement à mon égard était la cause directe de leur humiliation. Mon téléphone a commencé à sonner 20 minutes plus tard. « Alexander, qu'est-ce que tu viens de faire, bordel ?» La voix de Marcus tremblait de rage et de panique. Le contrôle prudent qu'il maintenait habituellement avait complètement disparu. « J'ai décidé de ne pas assister à votre mariage. Le lieu de réception vient d'annuler notre contrat. Ils ont dit que toutes nos réservations ont été résiliées. Le traiteur a annulé. L'hôtel a annulé. Le mariage est annulé. C'est regrettable. » Regrettable, Alexander ? Tu as détruit mon mariage. Comment as-tu pu me faire ça ? Je ne t'ai rien fait, Marcus. J'ai simplement choisi de ne pas financer un événement auquel je n'étais pas invité. De quoi tu parles ? Tu n'as rien à voir avec le lieu de réception. En fait, si. Je suis le propriétaire du lieu. Je suis aussi le propriétaire de l'entreprise de traiteur, de l'hôtel et du service de planification de mariage. Toute votre célébration était fournie par mes entreprises. Le silence qui a suivi a duré près de 30 secondes. C'est impossible, a finalement dit Marcus. Tu ne possèdes rien. Tu es directeur de restaurant. J'étais propriétaire de restaurant il y a 15 ans. Depuis, j'ai bâti un empire hôtelier d'une valeur de plus de 200 millions de dollars. Chaque fournisseur que vous avez engagé pour votre mariage travaille pour moi. Tu mens. Marcus, comment penses-tu que j'ai pu me permettre de contribuer 65 000 $ à ton mariage ? Croyais-tu vraiment qu'un directeur de restaurant avait ce genre d'argent de côté ? Une autre longue pause pendant qu'il traitait les implications. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez tous supposé que j'avais des difficultés financières et je n'ai vu aucune raison de corriger vos suppositions. Surtout que ces suppositions vous ont amené à me traiter comme quelqu'un dont les sentiments n'avaient pas d'importance. Alexander, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons parler de l'invitation. Peut-être avons-nous fait une erreur. Vous avez fait plusieurs erreurs. Vous m'avez désinvité du mariage de mon frère parce que vous pensiez que j'étais trop pauvre pour me comporter convenablement lors d'un événement coûteux. Vous m'avez demandé de financer une célébration tout en m'excluant de celle-ci. Et vous avez fait tout cela en utilisant des entreprises que je possède. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit sur ma vie réelle. Tu préférais croire que j'étais un échec parce que cela te faisait te sentir mieux par rapport à ton propre succès modeste. Mon téléphone a sonné 6 fois de plus dans l'heure qui a suivi. Caroline a appelé pour pleurer et me supplier de reconsidérer ma décision. Ma mère a appelé pour m'accuser de ruiner la famille et de détruire le bonheur de Marcus par dépit. Mon père a appelé pour exiger que je m'explique et que je répare ce que j'avais cassé. Patricia a appelé pour me hurler dessus pour avoir détruit le jour le plus important de sa vie. Je n'ai répondu à aucun des appels. Au lieu de cela, j'ai demandé à mon assistante de préparer un communiqué de presse annonçant que Prestige Hospitality Group ferait un don de 100 000 $ à des œuvres de charité locales en l'honneur du mariage Reed Williams qui devait avoir lieu samedi. Le don financerait des bourses pour les travailleurs de l'industrie hôtelière qui voulaient créer leur propre entreprise, des programmes de formation continue pour les directeurs de restaurants et des prêts de développement de petites entreprises pour les entrepreneurs issus de milieux populaires. Le communiqué de presse mentionnait également que le don était fait par le fondateur de l'entreprise, Alexander Reed, dont la valeur nette personnelle dépassait 200 millions de dollars et dont l'empire commercial employait plus de 800 personnes dans 3 États. Le jeudi, l'histoire avait été reprise par les médias locaux comme un article d'intérêt humain sur des entrepreneurs à succès qui redonnent à leur communauté. Le vendredi, elle était en tendance sur les réseaux sociaux comme un exemple de karma familial et des dangers de juger les gens sur les apparences. L'humiliation de ma famille était complète et très publique. Samedi matin, je me suis réveillé dans mon appartement pentouse et j'ai préparé du café en regardant le front de mer de Seattle. Dans une autre chronologie, j'aurais été en train de me préparer pour assister au mariage de mon frère, me sentant probablement mal à l'aise et déplacé parmi les parents riches de Patricia et les amis prétentieux de ma famille. Au lieu de cela, je prévoyais un week-end tranquille de lecture et de détente. Mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro inconnu. Alex, c'est Patricia. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. J'ai supprimé le message sans répondre. 1 heure plus tard, un autre message est arrivé de Marcus. Je sais que tu nous détestes en ce moment, mais nous sommes toujours une famille. Pouvons-nous s'il te plaît essayer de régler ça ?
J'ai également supprimé ce message. À midi, j'avais reçu 37 messages textes et 42 messages vocaux de divers membres de la famille, invités du mariage et connaissances communes qui voulaient comprendre ce qui s'était passé. Je les ai tous ignorés. La seule communication à laquelle j'ai répondu était un email d'Elena Martinez. Monsieur Reed, je voulais vous remercier pour la façon dont vous avez géré l'annulation. Vous avez été professionnel et généreux avec la compensation des invités, et j'ai appris quelque chose d'important sur le fait de ne pas faire de suppositions sur les gens. Si jamais vous avez besoin de services de planification de mariage à l'avenir, je serais honoré de travailler avec vous. J'ai répondu, Elena, vous avez géré une situation difficile avec grâce et professionnalisme. Je vous ai déjà recommandé pour une promotion au sein de l'entreprise. Merci de m'avoir traité avec respect même quand vous pensiez que j'étais sans pouvoir. Le dimanche soir a apporté un dernier appel de mon père. Alexander, je t'appelle pour te demander de reconsidérer. Reconsidérer quoi, papa? Tout. L'annulation du mariage, la façon dont tu gères cette situation, les dommages que tu causes à notre famille. Les dommages que je cause? Fiston, je comprends que tu sois en colère à propos de l'invitation. Peut-être avons-nous fait des erreurs dans la façon dont nous avons géré ça. Mais annuler le mariage était extrême. Tu as blessé beaucoup de gens innocents. Vraiment? Ou ai-je simplement cessé de subventionner des gens qui avaient clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas de moi? Ce n'est pas juste. Nous t'aimons, Alexander. Nous t'avons toujours aimé. Vous aimez l'idée de moi, papa. Vous aimez avoir un fils qui peut contribuer 65 000 $ aux célébrations familiales. Mais vous n'aimez pas la personne que je suis réellement parce que vous n'avez jamais pris la peine de découvrir qui est cette personne. Nous voulons le découvrir. Nous voulons reconstruire notre relation avec toi. Sur la base de quoi? Mon argent, mon succès, le fait que je me sois avéré plus réussi que vous ne l'auriez jamais imaginé. Sur la base du fait que tu es notre fils. Je suis votre fils depuis 35 ans, papa. Il n'aurait pas fallu un mariage annulé pour que vous vous en rendiez compte. La conversation a continué pendant 20 minutes de plus, mais la dynamique fondamentale n'a pas changé. Mon père voulait réparer notre relation, mais il ne pouvait toujours pas reconnaître que le traitement de ma famille à mon égard avait été fondamentalement mauvais. Il voyait l'annulation du mariage comme une réaction excessive à un malentendu social mineur plutôt que comme la conséquence naturelle d'années de comportements méprisants. Nous avons terminé l'appel sans résolution, et je n'ai parlé à aucun membre de la famille depuis. 3 mois se sont écoulés depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Mon entreprise continue de prospérer. Ma richesse personnelle continue de croître. Et ma vie continue d'être épanouissante d'une manière qui n'a rien à voir avec l'approbation ou la reconnaissance familiale. J'ai reçu des dizaines de demandes d'interviews de journalistes qui veulent écrire sur l'histoire de la vengeance du mariage. Je les ai toutes déclinées. Le but n'a jamais été de devenir célèbre ou d'humilier publiquement ma famille. Le but était d'établir que je n'accepterais pas d'être traité comme inférieur par des gens qui n'avaient aucune idée de quoi ils parlaient. Marcus et Patricia ont finalement eu une petite cérémonie de mariage 6 mois plus tard. D'après ce que j'ai entendu par des connaissances communes, c'était un bel événement qui a eu lieu dans un parc public avec un traiteur d'une épicerie locale et des décorations qu'ils avaient faites eux-mêmes. Ils semblent heureux ensemble et j'espère sincèrement que leur mariage sera réussi. Caroline et moi maintenons un contact minimal via les réseaux sociaux. Elle m'envoie des vœux d'anniversaire et des salutations de vacances et je réponds poliment mais sans enthousiasme. Il n'y a pas d'hostilité entre nous, mais il n'y a pas non plus de véritable relation. Mes parents ont fait plusieurs tentatives pour reconstruire notre lien, y compris une lettre d'excuse formelle et une invitation pour le dîner de Thanksgiving. J'ai poliment décliné leurs ouvertures tout en gardant la porte ouverte à une réconciliation future s'ils démontrent une véritable compréhension de ce qui n'allait pas. Le développement le plus surprenant a été le nombre de personnes qui m'ont contacté pour partager des histoires similaires de membres de leur famille qui les traitaient mal jusqu'à ce qu'ils connaissent un succès inattendu. Apparemment, être sous-estimé par sa propre famille est plus courant que je ne le pensais. J'ai également découvert que bâtir une richesse en secret présente des avantages inattendus. Parce que mon succès n'était pas de notoriété publique, j'ai pu observer le vrai caractère des gens sans les effets déformants d'une richesse connue. J'ai appris à qui on pouvait faire confiance avec sa vulnérabilité et qui exploiterait une faiblesse perçue. La leçon que j'ai tirée de cette expérience ne concerne pas l'argent, la vengeance ou la dynamique familiale. Elle concerne l'importance de respecter les gens, quelles que soient leurs circonstances apparentes, et le danger de faire des suppositions sur les autres sur la base d'informations limitées.
Ma famille a supposé que j'avais des difficultés financières parce que je m'habillais modestement et que je conduisais une vieille voiture. Ils n'ont jamais posé de questions sur mes entreprises, mes objectifs ou mes réalisations parce qu'ils avaient déjà décidé que je ne valais pas la peine d'être pris au sérieux. Leurs suppositions leur ont coûté non seulement un mariage, mais une relation avec quelqu'un qui aurait pu être vraiment utile et solidaire s'ils l'avaient traité avec un respect de base. L'ironie, c'est qu'ils avaient raison sur une chose. Je n'avais pas ma place à leur mariage coûteux. Non pas parce que je ne pouvais pas me permettre d'y être, mais parce que j'avais dépassé le besoin de leur approbation. Et parfois, dépasser les attentes de sa famille est la forme de succès la plus libératrice que l'on puisse atteindre. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Avant de partir, j'ai laissé 2 autres histoires ici sur votre écran. Toutes 2 d'hommes qui ont découvert que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. C'est celle qui vous soutient lorsque la vérité éclate. Cliquez sur celle qui vous interpelle. Et si vous voulez rejoindre notre communauté de personnes qui comprennent ce que c'est que d'être l'étranger qui regarde de l'extérieur, cette cloche de notification est votre invitation. Jusqu'à demain, souvenez-vous, votre histoire compte, même s'ils ont essayé de l'effacer.